Cette session, proposée par le Point Contact National ERC, est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Synergy Grants 2025. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et quelques liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC a pour seule mission de soutenir la recherche de plus haut niveau en Europe. Sous le programme cadre Horizon Europe, elle reste positionnée au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17% du budget global, correspond à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme vous pouvez le voir sur ces graphes, le budget annuel dédié aux appels ERC continue à progresser jusqu'à la fin du programme Horizon Europe en 2027. Le Royaume-Uni est désormais de retour en tant que pays associé, alors qu'un point important pour l'avenir est le retour de la Suisse prochainement, en cours de négociation actuellement. Ceci permet de financer notamment autour de 120 PI lauréats de projets Synergie chaque année, dont 14% sont des PI en France et avec un taux de succès français bien supérieur à celui de la moyenne. Quel est l'objectif de ces budgets? Il s'agit de financer des projets de recherche en rupture que l'on peut définir comme étant aux frontières de la connaissance. Le seul critère d'évaluation est l'excellence scientifique, et cette évaluation est effectuée par des pairs qui sont eux-mêmes des scientifiques. Dans le cas des projets ERC Synergie que nous évoquons dans cette session, le projet est porté par un groupe de chercheurs qui constitue la colonne vertébrale du projet. Ce groupe de chercheurs, qualifiés de PI ou Principal Investigators, va disposer d'une autonomie financière sur 6 ans pour développer le projet. La notion de portabilité indique par ailleurs que la bourse est rattachée au PI et qu'il peut changer d'institution d'accueil en cours de projet. Il s'agit par ailleurs d'appels blancs, donc ouverts à toutes les disciplines sans aucune contrainte thématique. Cet appel s'adresse à un groupe de 2 à 4 chercheurs, quel que soit le stade de leur carrière, avec un PI référent ou corresponding PI. Un des PI, mais pas le corresponding PI, peut être issu d'un pays tiers, c'est-à-dire hors espace européen de la recherche. On attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC, et qui ne pourrait être mené par un chercheur seul. Chacun des PI doit aussi démontrer qu'il répond aux critères d'excellence, d'indépendance et de leadership dans son domaine scientifique. Pour l'appel Synergie, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 10 millions d'euros pour 6 ans, qui sera proratisé si le projet dure moins longtemps. Et jusqu'à 4 millions d'euros supplémentaires peuvent être demandés pour des raisons bien précises qu'il faut justifier. La description détaillée des appels est disponible dans le programme de travail qui paraissent chaque année. Les appels ERC sont maintenant bien en place avec des grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Pour rappel, le programme de travail 2024 a vu l'introduction de changements notables de la présentation de parcours des candidats. Le programme de travail 2025 reprend les grandes lignes du programme précédent et il est disponible depuis début juillet. Chaque programme de travail détaille notamment le calendrier des appels pour l'année. Pour le programme de travail 2025, l'agence exécutive de l'ERC indique que pour l'appel Synergie 2025, la date limite est fixée au 6 novembre 2024. Un point important est aussi que les candidats à l'ERC, c'est-à-dire les PI, doivent consacrer un minimum de leur temps de travail au projet ERC, qui est d'au moins 30%. Ce temps doit être continu, il ne peut donc y avoir de trou sur la période des 6 ans. Pour les PI rattachés à une institution située en Europe ou dans un pays associé, ils s'engagent à passer au moins 50% de leur temps en Europe pendant les 6 ans que dure le projet. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie et surtout si l'idée sont là, n'hésitez pas à y aller.
Pour que le projet soit pertinent, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet, pouvoir le lire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et les processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. Le processus de sélection se fait en 4 temps avec pour commencer la soumission. Celle-ci a lieu en une étape avec dépôt de tous les documents du dossier. Les dossiers éligibles, c'est-à-dire en général quasiment tous, passent ensuite en première étape au cours de laquelle le document scientifique B1 est évalué, ce qui conduit à une première sélection. Un peu moins de la moitié des projets sont alors retenus et passent en seconde étape. L'ensemble du document scientifique est évalué. Les projets retenus à l'issue de cette deuxième étape sont invités pour une audition devant un panel d'évaluation. Ces 3 phases d'évaluation durent globalement 12 mois et se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons le détailler maintenant. L'évaluation s'appuie sur des panels d'expertise scientifique représentant l'ensemble des disciplines, à savoir Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities et Life Sciences. À la différence des panels d'évaluation des appels ERC individuels, la structure des panels d'évaluation synergie n'est pas prédéfinie. L'ensemble des 90 experts scientifiques va être mobilisé pour l'évaluation selon une structure dynamique de panel d'évaluation qui évoluera selon les candidatures reçues. À l'étape 1, l'évaluation de la section B1 va seulement être évaluée par minimum 3 évaluateurs sélectionnés en fonction des mots-clés des projets. Seuls les panel chair et les vice-panel se réunissent pour sélectionner les projets passant à l'étape 2 d'évaluation. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 7 fois le budget disponible. À l'étape 2, les panels d'évaluation regroupant 17 membres environ sont constitués au regard des candidatures à évaluer. Outre les expertises du panel, le panel peut faire appel à des revues externes ou des experts d'autres panels. Les panels se réunissent pour sélectionner les projets invités à être auditionnés pour l'étape 3. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 3 fois le budget disponible. Et à l'étape 3, de nouveau, des panels d'évaluation sont constitués au regard des candidatures retenues pour cette étape. Nous soulignons à quel point le choix de mots-clés des propositions est important dans le processus d'évaluation. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité ou non de resoumettre dès l'année suivante. L'idée générale est que les candidats passés en seconde étape, quelle que soit leur note, A ou B, peuvent resoumettre dès l'année suivante, ainsi que les candidats notés A non invited à la première étape. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Ces critères sont parfaitement connus à l'avance, puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Sur la question de la rupture et de l'impact potentiel du projet, l'enjeu est de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet allant au-delà de l'état de l'art. La notion du high risk high gain n'est plus affichée en tant que telle depuis le programme de travail 2024.
Dans la mesure où un projet ERC est par définition ambitieux et donc potentiellement risqué, la prise de risque doit donc être réfléchie et contrôlée. Une seconde catégorie de critères vise des aspects plus techniques. Il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Tout doit être décrit dans le projet avec précision, de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Viennent enfin les critères liés aux candidats, à savoir leur capacité à mener en synergie un tel projet, l'adéquation entre leur expertise scientifique et la proposition, ainsi que les premiers éléments montrant la capacité de chaque candidat à développer une pensée créative et innovante commune. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Notamment, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou aussi, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris les principes de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier est constitué de 2 types d'éléments, à savoir les documents administratifs ici en vert et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2, déjà évoquées plus haut, ici en orange. L'ensemble de la candidature est électronique et se fait sur le Participant Portal. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet et au candidat, mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés, qu'il faut par ailleurs choisir avec attention car ils servent notamment à identifier les experts. On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF. Il s'agit notamment de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée pour chaque PI. Il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et contactez-les le plus tôt possible. Un point d'attention sur les questions éthiques. Vous devrez remplir un questionnaire afin d'identifier les éventuelles questions éthiques qui concerneraient votre projet. Dans Horizon Europe, seuls les projets soulevant des questions éthiques sérieuses et ou complexes feront l'objet d'un suivi particulier par l'ERC. Pour les autres projets, le respect des réglementations éthiques européennes et nationales relève de la responsabilité du Principal Investigator et de son institution d'accueil. Les conventions de subvention ne sont signées par l'ERC qu'après visa sur les questions éthiques. Il faut donc vous assurer dès la conception de votre projet que celles-ci pourront être traitées au sein de votre institution. Les parties scientifiques qui sont celles dans lesquelles vous allez décrire votre projet sont au nombre de 2, à savoir les parties B1 et B2, qui ont chacune un rôle et une fonction bien spécifique. Un conseil à nouveau, avant d'en commencer la rédaction, est de bien prendre le temps de mûrir le projet pour que la question centrale et la stratégie proposée soient bien claires dans votre esprit, ce qui facilitera grandement la rédaction. La partie B2, dans le cas de l'appel synergie, contient le budget qui doit être bien justifié. Vous aurez compris que la partie B1 est le seul document évalué à l'étape 1. À elle seule, elle doit donc permettre aux évaluateurs d'avoir une vision d'ensemble du projet, à la fois sur le contenu scientifique et sur le porteur. L'évaluation à cette étape ne fait intervenir que les membres du panel, donc un public relativement multidisciplinaire, avec au mieux un seul spécialiste de votre domaine. Il faut donc être très pédagogique. À noter, la présentation des parties CV et track record a été modifiée depuis le programme de travail 2024.
Cette partie B1 débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 12 000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet, et qu'il est important de bien travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages, appelées Extended Synopsis, pour convaincre les membres du panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous vous proposez de lever, expliquant quel est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre. Vous devez aussi convaincre de la faisabilité du projet et montrer que les risques ont été considérés et évalués. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes dont le regard peut être utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles même par un large public. Bien ensuite le CV et le track record sur 4 pages avec un modèle qui vous est fourni par l'ERC. Quelques conseils de bon sens. Mettez en valeur tous les éléments en votre faveur. Évitez les jargons. Certains membres du panel peuvent ne pas connaître le système français. Évitez les acronymes. Expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être. L'évaluation du porteur du projet met l'accent d'un côté sur sa capacité à mener des recherches ambitieuses et stimulantes et d'un autre aux contributions faites par les candidats à l'avancement des connaissances scientifiques. Les nouveaux modèles proposent 3 sections. La première, Personal Details, doit donner un bref aperçu de la carrière du chercheur. Études de formation, travail, poste actuel et antérieur. La deuxième partie, Research Achievements and Peer Recognition, est aussi la plus importante. Il est attendu que les candidats choisissent 10 résultats de recherche et expliquent leur importance. Toute reconnaissance des pairs scientifiques a aussi sa place ici. Bien enfin, une troisième partie dans laquelle le candidat est invité à donner un contexte à son parcours de carrière. À tout moment, les candidats peuvent fournir des commentaires pour aider les évaluateurs à bien situer son parcours. Par exemple, le travail réalisé en dehors des institutions de recherche ou des universités, les interruptions de carrière ou tout autre aspect particulier. Cette partie doit permettre d'apporter des éléments sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. C'est le moment de montrer que vous êtes la bonne personne pour réaliser les projets. Pour commencer, vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments clés en main en votre faveur qu'il n'aura pas à chercher par lui-même. Finalement, il n'est pas inutile de mettre à jour sa page web personnelle. Les évaluateurs auront peut-être intérêt à aller regarder. La partie Research Achievements est la plus importante de cette section. Elle doit permettre d'apporter des éléments sur votre capacité à mener des recherches en rupture, de mettre en évidence l'originalité et la créativité de vos travaux. Elle contribue aussi à démontrer que vous êtes la bonne personne à mettre en œuvre le projet.
Vous devez lister une sélection de vos 10 productions, 10 résultats de recherche, publications ou autres, qui ne sont plus limités aux 10 dernières années. Chaque résultat de recherche peut être accompagné d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi ce résultat a fait avancer le domaine et en quoi il démontre la capacité du candidat à mener à bien les projets ERC. Dans la partie Peer Recognition, vous pouvez insister sur vos réalisations, vos responsabilités, vos contributions à la communauté scientifique, ainsi que la reconnaissance qu'elle fait de vos travaux. Pour chaque item, appuyez-vous sur des éléments concrets pour faire comprendre l'importance de ces reconnaissances par rapport à vous-même et au projet. La partie Additional Information a pour objectif de permettre aux évaluateurs de mieux comprendre votre parcours. Expliquez comment vous avez construit votre carrière et l'impact que les événements importants de la vie ont pu avoir dans votre carrière. Restez factuel sur la présentation de l'événement, puis expliquez comment celui-ci a impacté votre parcours de manière concrète. Vous êtes aussi invité à présenter les contributions en dehors de la recherche que vous avez pu apporter à la communauté, avec une brève explication de celle-ci. Ces contributions peuvent être par exemple l'enseignement, l'implication dans l'administration de la recherche, la communication grand public, l'évaluation de la recherche, la participation à des comités et autres. La partie B2, pour sa part, n'intervient qu'à l'étape 2 et ne sera donc lue que pour les projets atteignant ce stade. Il s'agit cette fois d'un document plus long de 15 pages pour les Synergy Grants qui doit décrire de manière très précise le projet scientifique. Le panel doit trouver dans ce document une confirmation des promesses faites dans les B1. L'évaluation fait ici intervenir en plus des évaluateurs extérieurs qui sont pour le coup des spécialistes de votre domaine et qui ont examiné la pertinence de votre proposition de manière beaucoup plus poussée. Il s'agit donc ici de parler à des scientifiques, pour beaucoup d'entre eux experts de votre thématique, en commençant par un état de l'art ciblé et solide, permettant d'asseoir tout l'intérêt scientifique du projet dans le contexte actuel. Il faut ensuite expliquer et justifier la stratégie globale, les étapes envisagées, avec un objectif qui doit toujours rester articulé autour de la question scientifique centrale. Les descriptions méthodologiques doivent être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 6 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la manière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple un diagramme de Gantt, mais uniquement si cela vous semble utile
et sans obligation. Hors limite de page et sans limitation, pour chacun des PI, le temps d'implication, les ressources mises en œuvre et le budget selon le tableau à compléter. La partie B2 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez lister vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets, mais soyez quand même vigilant à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôterait son caractère de rupture. Ces projets peuvent apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. Une fois ces documents scientifiques B1 et B2 évalués, le panel dispose de l'ensemble des rapports. Et c'est alors qu'intervient la phase d'audition dont le grand intérêt est de permettre aux candidats de défendre leur projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillerons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Pour la troisième étape d'évaluation, l'audition, pour ceux qui seront conviés, se déroule dans les locaux de l'ERC à Bruxelles. Donc vous pouvez voir ici des images du bâtiment et d'une salle type. Notons que l'ensemble des PI sont présents lors de cette audition. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. On peut voir que pour les projets financés de l'appel Synergie 2023, 81% des projets financés s'inscrivent dans un domaine disciplinaire. 19% des propositions financées ont le potentiel de contribuer à plusieurs domaines scientifiques. On voit ici le nombre de PI évalués pour l'appel Synergie 2023 par rapport à leur expérience en année après la thèse. On note une majorité de PIs ayant un profil advanced, avec seulement 1,6% de PI lauréats ayant un profil starting ground et 11,2% ayant un profil consolidator ground. Un message fort que l'on essaie de passer à chaque occasion, en tant que PCN ERC, concerne le fait que les chances de réussite augmentent avec une éventuelle resoumission. En effet, ceci est de nouveau démontré par les résultats de l'appel Synergie 2023. Enfin, voici les taux de succès en fonction des pays des institutions hôtes pour l'appel Synergie 2023. La ligne rouge représente le taux de succès de l'appel, soit 9,3%. Notons que pour la France, le taux de succès est d'environ 10%. Pour finir, quelques liens utiles. D'abord, le site de l'ERC, sur lequel toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi y trouver des témoignages de lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut être par exemple utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport au panel. Tous les documents relatifs à l'appel Synergie 2025 sont mis en ligne dès le 11 juillet sur la page dédiée de l'ERC. Sur cette même page, vous pourrez visionner des vidéos de conseils produites par l'ERC. L'autre site de référence pour un candidat est celui du portail du participant. Nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. Pour finir, quelques mots sur les actions que le PCN-ERC fait et sur les outils mis en œuvre pour vous aider. Il y a bien sûr avant tout notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez nous contacter. Il y a ensuite le site internet Horizon Europe du réseau des PCN français sur lequel nous mettons régulièrement de nouvelles informations.
Il y a aussi toutes les interventions que nous faisons au niveau national ou régional, et notamment en lien avec le réseau des relais. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous faire part de vos besoins. Nous essaierons d'y répondre en temps réel et du mieux possible.